Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis très content d'intervenir dans cette deuxième journée de ce colloque des Learning Lab Network avec une présentation dont on m'a demandé un peu de faire le lien entre ce que nous faisons en innovation pédagogique. Donc j'ai choisi l'expérience que je mène, la classe renversée, et l'entreprise. Quand je parlerai d'entreprise dans cette présentation, au moment où elle arrivera, il ne faudra pas imaginer seulement l'entreprise industrielle, commerciale, la PMI, la PME, mais l'entreprise sous toutes ses formes. C'est-à-dire, ça peut être des associations privées, publiques, autres. Vous verrez un peu le genre de configuration. Donc, vous avez quelque chose, soit appelé régulièrement dans son bureau, son laboratoire, par des entreprises. Donc des entreprises dans tous les domaines. À votre avis, pourquoi une entreprise, quelle qu'elle soit, téléphonerait à un enseignant ou lui enverrait un message pour lui parler de son innovation pédagogique ? Au départ, la première fois que j'ai reçu ce coup de téléphone, j'ai cru que c'était une erreur, puisque c'était une entreprise de bricolage régionale. Or, moi, je ne suis pas du tout bricoleur. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent à l'innovation pédagogique qu'on mène avec des étudiants ? Quel est le rapport entre des expérimentations d'innovation pédagogique et des soucis d'entreprise en termes d'innovation ? Innovation produit, services, management et autres. Pour beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, peut-être autour de vous, quand on parle d'éducation, eh bien, on voit ce genre de choses. Un prof d'université, forcément, il est dans un amphi face à des élèves, et puis les étudiants font cours, donc écoutent le cours, et c'est assez simple. Tout le monde est allé à l'école ici, peut-être pas à l'université, mais tout le monde sait ce que c'est qu'un enseignement académique. Donc moi, je suis dans ce domaine-là avec mes collègues dans le lieu que vous visitez en ce moment. Et puis, c'est très simple. Le rapport avec les étudiants, il peut être varié, mais la règle du jeu, c'est la suivante. Je suis là pour vous enseigner ce que je connais. Après tout, je suis chercheur, enseignant, on me paye pour ça. Et puis, charge à vous de comprendre, d'apprendre, d'absorber ce que je vous envoie. Parce que moi, j'ai à peu près 100% du programme à vous expliquer. Puis vous devez travailler. Donc les étudiants savent très bien ce qu'ils doivent faire. Travailler chez vous, parce que le jour de l'examen, eh bien, en particulier, je vais vérifier si vous êtes capable de restituer les connaissances que je vous ai transmises. Alors, il y a des enseignants, et ça date pas d'aujourd'hui, ça date même pas des classes inversées et autres, ça date depuis très longtemps, l'Antiquité en particulier, qui se disent peut-être que l'enseignement, c'est réducteur. On pourrait aussi parler d'éducation, d'échange, et qu'on pourrait imaginer des relations beaucoup plus intéressantes que juste une simple transmission. Et comment susciter les interactions différentes entre les profs et les élèves, mais aussi entre les élèves entre eux, entre les étudiants. Bref, stimuler des différentes façons de communiquer, d'échanger de l'information, bref, de vivre ensemble quelque chose un peu plus social que juste une absorption, voire parfois une consommation. Beaucoup trop de nos étudiants sont des consommateurs. Ils viennent en cours avec leur caddie et puis ils prennent de l'information parce qu'ils imaginent que c'est juste cette information-là, ces connaissances qui leur seront utiles pour travailler plus tard. Donc comment susciter cette interaction différente? Comment aussi transformer la classe? Les Learning Lab Network et autres sont des réseaux intéressés par ces nouvelles utilisations de l'espace, ces nouvelles façons de se déplacer, d'interagir. Mais quand je dis espace, je sous-entends aussi la façon dont on va aborder cet usage, c'est-à-dire pas uniquement installer des tableaux intelligents, des tables, des tablettes et autres, ou des post-it, mais aussi des élèves intelligents, des profs intelligents, des smart teachers ou des smart students. Ça pourrait être intéressant d'avoir aussi ce concept-là. Et des élèves ou des enseignants qui vont collaborer ensemble et pas toujours avec les mêmes méthodes. Donc dans un espace de 20, 30 ou 50 mètres carrés, imaginez d'utiliser des murs, des tableaux, des applications, ou même tout simplement parfois une table, une chaise, un café, et discuter différemment. Ou des crêpes, parfois, chez certains ou certaines de mes collaboratrices. Et donc, comment réutiliser ces espaces, comment travailler? Eh bien, il faut imaginer des méthodes, parce qu'il ne suffit pas d'aménager un endroit. Donc là, c'est très clair, une entreprise qui me dit « c'est très intéressant, vos Learning Lab, Creative Lab, je vais prendre des photos, et puis j'imagine avoir la même salle dans mon département. » Eh bien, si c'est juste copier-coller le mobilier, eh bien, ensuite, on s'aperçoit qu'on utilise ces nouveaux espaces exactement comme une salle normale. Donc il faut des méthodes. Et donc ici à l'université, nous testons, nous expérimentons beaucoup de méthodes qui intéressent les entreprises. Il y a bien sûr les classes inversées,
les classes renversées, les classes mutuelles, des tas de classes, tout simplement des classes collaboratives, on va dire, des classes actives. Hier, j'étais dans un colloque en Belgique, chez mes amis wallons, on parlait de pédagogie active, on s'est posé la question, c'est quoi une pédagogie inactive? Puisque pédagogie, ça veut dire marcher à côté d'eux, accompagner, c'est quoi la marche sur place? Voilà, une question à se poser. Donc il faut des méthodologies, classe inversée, j'en ai parlé, mais pas uniquement. Des apprentissages par projet, l'utilisation des web TV, Wikiradio, les cartes mentales, la maquette, le design et autres. Et donc toutes ces méthodologies sont expérimentées par les enseignants. Et figurez-vous que ça intéresse les entreprises. Les classes inversées, par exemple, je vais simplifier, si on dit on va faire le cours à la maison et les devoirs en classe, vous savez très bien, si vous suivez Marcel Lebrun et collaborateurs, qu'il y a beaucoup de niveaux de classes inversées. Du niveau 0, qui ne marche pas, on va dire, ça je l'invente, au niveau 1, 2 et 3, jusqu'à des niveaux un peu particuliers, celui que j'ai osé expérimenter ici, la classe renversée, qui est très intéressante, hein, qui est très simple, qui est basée sur une idée que j'ai eue pendant les vacances, de se dire, et si le prof ne faisait plus rien, et les élèves tout? Donc c'est ce que j'ai proposé à mes étudiants depuis 5 à 6 ans, et ça fonctionne très bien. Les étudiants organisent les cours, ils font les chapitres des cours, ils écrivent les cours, ils vont chercher l'information, ils illustrent les cours comme ils veulent, ils les publient sur des plateformes, ils dispensent les cours, le prof devient l'élève, puisqu'il n'a plus rien à faire, et en même temps les étudiants vont prendre en charge même la construction des examens, des devoirs, les notations. Parfois même je leur fais corriger, annoter, faire les moyennes, enfin bref tout. Cette classe renversée, qui s'approche vraiment des niveaux 3 hein, de Marcel Lebrun, cette classe renversée, elle est intéressante dans le sens où là, on dit aux élèves, la connaissance, cherchez-la. C'est-à-dire que moi, par rapport à certains niveaux, je ne donne pas de documents. C'est-à-dire que c'est un cours de licence, mais on peut le faire en master, il n'y a aucun support. Donc on arrive dans la classe comme ça, les mains dans les poches. Et puis on dit aux élèves, en les provoquant au départ, parce qu'il y a quand même une organisation, charge à vous d'aller construire ces connaissances, d'aller travailler ensemble, et puis de collaborer. Au départ, les étudiants se disent, mais nous, on n'a pas le niveau d'expertise, on n'est pas capable de le faire. Or là, on va essayer de mobiliser l'intelligence collective, et même plus l'intelligence co-élaborative. La différence entre les deux, c'est l'intelligence collective, on laisse un peu les choses se mettre en place, même si c'est simplifié, l'intelligence co-élaborative, qui s'approche un peu du coworking, co-design, des méthodes utilisées par les designers. Là, il y a des méthodologies. On leur fait faire des exercices avec de la divergence, de la convergence. Et là, ça intéresse les entreprises, parce qu'elles se disent, si des profs sont capables de faire ça, des profs, vous vous rendez compte, des experts, de se mettre en retrait et de laisser leurs étudiants, ces novices, travailler ensemble, collaborer et produire, alors peut-être que nous, on pourrait s'en inspirer. Puisqu'il y a beaucoup de profs dans l'entreprise. Il y a des managers, des directeurs, des experts, des chefs de département, il y a des codires, et il y a beaucoup d'organisations dans l'entreprise qui ressemblent à l'organisation de l'école. Et donc, si vous êtes directeur d'un hôpital, d'une entreprise commerciale, artisanale, maire d'un village, responsable dans un conseil régional ou président d'un club de sport, vous pouvez vous poser ces questions-là. Pourquoi toujours laisser les experts étaler leur science et puis les autres appliquer, apprendre? Donc ce qui est intéressant dans ces méthodes de collaboration, c'est qu'on peut les transposer très facilement du monde de l'éducation au monde sociétal. Donc, ma classe renversée, quand vous y rentrez, elle est ouverte, hein, on peut y rentrer, eh bien, ne ressemble plus à une classe alignée. Ça ressemble moins à un champ de carottes, mais ça ressemble plus à de la permaculture, où vous avez un peu différents types d'élèves et de profils mélangés. Des grands, des petits, des bons, des moyens, des garçons, des filles et autres. Et je les avais provoqués la première fois en disant, j'avais utilisé le langage de l'entreprise, j'avais dit, est-ce que vous avez envie que je vous fasse cours normalement ou est-ce que vous avez plutôt envie qu'on se comporte différemment? Et moi, je vous propose d'être plutôt un collaborateur, plutôt qu'être un enseignant pur, un collaborateur. Et si on transformait la classe de génétique en start-up, une petite entreprise, donc je deviens votre DG, et une petite entreprise qui va produire de la connaissance. Les équipes vont être des business units, on va produire, il y aura de la production, de la commercialisation, il y aura de la communication. C'est un peu provoquant hein, pour certains élèves qui se disent « le monde de l'entreprise c'est plus tard, moi le monde de l'éducation c'est ce qui est aujourd'hui ». C'est même aussi très provoquant pour des profs qui me disent « l'école n'est pas une entreprise ».
Comme j'entends parfois, l'hôpital n'est pas une entreprise. Mais peut-être que la famille aussi est une entreprise, c'est une façon de l'organiser. Donc c'est vraiment ce terme-là d'organisation qui cherche à entreprendre quelque chose, quel que soit le modèle économique. Donc quand vous rentrez dans ma classe, comme dans les classes de mes collègues d'ailleurs, puisqu'on retrouve la même chose dans différents types de pédagogie innovantes, pas uniquement les classes renversées, eh bien on voit ce genre de comportement, cette nouvelle utilisation de l'espace. On arrête de dire aux élèves « asseyez-vous, tenez-vous droit, écrivez correctement, mettez-vous en ligne », mais non, ils occupent l'espace comme ils ont envie, il y a de l'ergonomie différente. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que le sang circule davantage, le glucose arrive au cerveau, ils peuvent être assis, debout. On n'a même plus ces ordinateurs figés ou incrustés dans les salles, ils peuvent prendre leur portable, ils peuvent utiliser leur téléphone, bref, ils utilisent leurs propres outils, comme on dit en franglais, et on essaye de les laisser avec le maximum de liberté ou d'autonomie. On utilise aussi des méthodologies qui peuvent être papier, tableau, mais aussi tablette, application. Par exemple, des exercices de tableau tournant, où on leur demande de répondre à des questions ou de construire des questions sur des tableaux. Donc, en les faisant changer de tableau toutes les 3 à 4 minutes. Ça, ce sont des exercices qui existent depuis très longtemps dans l'entreprise, notamment les entreprises qui utilisent le design, avec ce qu'on appelle des dossiers tournants, des fichiers tournants. Moi, au départ, très clairement, la première année, je n'avais pas ces tableaux, je n'avais pas ce numérique, donc j'ai utilisé des feuilles de paperboard, des feuilles de papier. Ils travaillaient sur ces feuilles et on faisait des rotations. Et par enrichissement mutuel, vous avez des étudiants qui sont capables de co-construire des questions ou de co-construire des réponses à des questions qu'on leur pose. Ce qui est très intéressant dans ces méthodes actives, c'est que vous avez presque 100% d'attention. Tout à l'heure, j'entendais parler de comment peut-on réveiller les élèves en classe avec des méthodes, les interroger. Bien sûr, il y a des méthodes un peu violentes. On ne va quand même pas utiliser le taser ou le paintball mais pour les bouger. Mais on peut très bien les faire tout simplement occuper l'espace différemment. Et avec ces méthodes-là, eh bien, les étudiants, ils sont en activité. Donc, on s'aperçoit que le fait d'être en activité, vous avez 100% d'attention. Et même si vous perdez un étudiant quelques minutes parce qu'il envoie un message à son ami ou bien alors qu'il a envie de consulter une information autre, eh bien, vous le récupérez. Parce que ce n'est pas un problème, ce téléphone. L'étudiant, s'il est dans une pédagogie active, vous le perdez 5 minutes. Quand il a posé son objet et qu'il voit qu'il se passe quelque chose, vous le récupérez. Alors que dans un amphi, si vous l'endormez, ou dans une salle de classe, si vous l'assommez, dès que vous l'avez perdu, il est perdu à tout jamais. J'ai une collègue, Christelle Lison, québécoise, qui souvent dit quand on parle de présentiel ou de distanciel, on se trompe, c'est pas forcément une question de localisation. Vous pouvez faire du distanciel dans un amphi, imaginez que je vous endorme ici, eh bien il y en a qui sont ailleurs, alors que physiquement ils sont devant moi. Et puis vous faites du présentiel à distance si vous intéressez des gens avec par exemple des plateformes collaboratives en ligne, et surtout d'ailleurs si ces personnes sont dans des fuseaux horaires différents. Imaginez que vos apprenants se soient levés à 3 heures du matin pour chatter avec vous sur un cours. Ils vont sûrement pas, enfin peut-être s'endormir à 3 heures, mais ils vont sûrement pas s'endormir pendant les échanges. Ce qui est intéressant dans ce que j'essaie de partager avec vous, c'est qu'il faut parler vraiment des méthodologies et des mises en situation. Par exemple, dans la classe renversée, ce qui est renversé, c'est aussi la posture de l'enseignant. Donc si vous voulez aussi avoir des learning labs actifs, il faut aussi travailler sur les postures et pas uniquement sur les instruments, les méthodologies, la technologie. Dans la classe renversée, on a choisi une posture bizarre qui est de dire les élèves deviennent professeurs, le professeur devient élève. Donc moi, dans ma classe, j'ai 40 professeurs et un seul élève. Ce qui est pratique, c'est que je ne corrige plus de copies, puisque je suis l'élève, donc ce sont les élèves qui corrigent les copies. Ça c'est bien, parce qu'il n'y a qu'une seule copie en plus. Donc 40 élèves qui corrigent une copie, c'est pas beaucoup de travail. Et moi, le travail que j'ai à faire à la maison, ce sont mes devoirs. Donc j'ai des devoirs à la maison. Ça me prend le même temps que corriger des copies, mais c'est plus intéressant de faire des devoirs donnés par des étudiants qui ont construit le cours et construit les questions que de toujours corriger les mêmes copies avec le barème. Et puis la meilleure façon d'enseigner, il paraît que c'est... d'apprendre, là aussi, apprendre, enseigner. La meilleure façon d'apprendre, il paraît que c'est d'enseigner. Eh bien, je dis à mes élèves, devenez des profs, enseignez-moi le cours
Même si vous ne n'en construisez que les 2/3 ou les 3/4, ce sont les 2/3 ou les 3/4 qui vont être consolidés, et puis certains d'entre vous pourront aller un peu plus loin. Je dis ça aussi parce que, en fait, aussi dans un colloque, l'un de mes collègues m'avait dit, j'étais en train d'expliquer la même chose, il avait tweeté, M. Caillé en train de dire la meilleure façon d'enseigner, c'est d'apprendre. Et moi, je lui avais dit, tu as aussi renversé la citation. Mais non, c'est une autre vérité. Je pense aussi que la meilleure façon d'enseigner, c'est d'accepter d'apprendre des élèves. Et pas seulement de dire, je sais, je suis l'expert, mais d'oser dire, je ne sais pas. Là, l'entreprise, elle se pose la question, le manager. Combien de fois dans les entreprises, les directions, les CODIR et autres, c'est toujours l'expert, le chef, le manager qui sait, ou quand on est en train de travailler sur une question importante, la formulation de la question n'est même pas terminée que l'expert a déjà commencé l'énoncé de la réponse. Toujours le même type de réponse. On parle d'enseignement, de transmission, mais aussi l'évaluation. Comment est-ce qu'on peut évaluer différemment? Peut-on faire des évaluations par les pairs, des évaluations inversées, renversées, des auto-évaluations? Même question pour l'entreprise. J'envoie mes collaborateurs en formation. Est-ce que je peux vérifier ou pas que la formation que je leur ai promise ou la formation qu'ils ont suivie va avoir des répercussions intéressantes dans l'activité de l'entreprise, quelle qu'elle soit. Dans la classe renversée, les étudiants ont inventé des systèmes avec moi, par exemple des noms bizarres, parfois des oxymores, de type le QCM intelligent. Ah, QCM intelligent, des QCM inversés, des tricheries obligatoires. On travaille aussi sur des modes de présentation à l'oral qui sont complètement différentes de celles qui sont habituellement faites par les profs. Donc on s'inspire des Pecha-Kucha, des TEDx, on s'inspire des 180 secondes, on fait du karaoké, du ping-pong, de la battle, des fresques. Des noms un peu bizarres qui à chaque fois correspondent à des méthodes qu'on invente et qu'on teste avec des enseignants expérimentateurs. Alors je vous préviens, ces noms sont inventés. Si vous tapez par exemple ping-pong, battle ou karaoké sur Google, vous ne tomberez pas forcément dans la première page de référencement sur nos méthodologies pédagogiques. Les étudiants font cours. Dans la classe renversée, les étudiants font le cours. Pas tout le cours, mais ils travaillent sur des présentations. Quand vous êtes dans un CODIR ou une réunion de service, est-ce que c'est toujours l'expert qui présente son PowerPoint? Parfois, changez. Imaginez que ce soit le responsable du marketing qui fasse la présentation du DAF, la direction administrative et financière. Imaginez qu'on laisse la place à un technicien pour faire une présentation des ressources humaines. C'est ce que nous faisons en génétique. Vous avez des élèves ici qui sont en train de m'expliquer comment fonctionne une bactérie. Et ça, c'est intéressant parce que vous pouvez laisser vos étudiants démarrer la présentation parce que vous allez vous dire, mais est-ce qu'ils sont capables de vous faire un cours aussi bien structuré qu'un prof? Laissez-leur démarrer la présentation, provoquer l'interaction et travailler sur les erreurs. Ici, par exemple, vous avez deux étudiants qui ont été croqués, dessinés par mon ami Charles, j'ai tellement d'amis qui s'appellent Marcel, Charles Hénat. Donc tous les dessins que vous voyez derrière moi sont des dessins originaux réalisés avec les étudiants, avec moi et en classe. Donc ce sont vraiment des expérimentations. Et là, ce sont vraiment deux étudiants qui étaient en train de m'expliquer comment fonctionnait une bactérie. Et leur explication était impeccable, ils avaient super bien travaillé. Sauf que moi, le prof de génétique, tout en les écoutant, je me suis dit, mais il y a 2 chromosomes dans leurs bactéries. Dans les bactéries, normalement, il n'y a qu'un seul chromosome. Presque tout le monde le sait ici. Un seul chromosome, il est circulaire. Et j'aurais pu avoir le réflexe du prof, comme vous avez parfois le réflexe du collègue dans une réunion, de dire « Attendez, il y a une erreur, veuillez corriger ça, on recommence, il n'y a qu'un seul chromosome. » Donc je les laisse faire. Et je joue le rôle de l'élève. Je lève le doigt, je leur dis « C'est très intéressant » parce qu'ils me demandent « Avez-vous compris ?» C'est intéressant, hein, quand vous avez 50 professeurs et un seul élève, vous avez les 50 professeurs qui regardent l'élève, et l'élève, il a intérêt à être attentif, parce que s'il n'est pas attentif, ça se voit. Et donc l'élève lève le doigt et je leur dis, c'est très bien, j'aime beaucoup votre présentation, mais j'ai une petite remarque à faire. Et pour les sauver du déshonneur, je leur dis, je pense que vous avez oublié de dire que cette bactérie était en train de se diviser. Alors ils me regardent. Oui, je pense que cette bactérie, elle est en train de se diviser, et je cherche pour les aider. Parce que comme elle a 2 chromosomes, j'imagine qu'elle a répliqué son chromosome unique, et à partir du moment où elle a 2 chromosomes, ça lui permet de donner 2 bactéries, ce qui est la réalité en microbiologie. Et là, vous avez un étudiant qui me répond, pas du tout, monsieur. Soyez attentif. Vous voyez bien qu'il y a un grand et un petit chromosome. Or, si c'était une réplication, les 2 chromosomes auraient la même taille. Élémentaire, mon cher Watson.
Alors, je ne sais plus quoi dire, et là, sa collègue à côté, avec l'ordinateur, me dit « Monsieur, vous savez, regardez la source, parce qu'ils doivent chercher les informations, les trier avec discernement et les référencer. » Et là, ça fait du mal aux élèves consommateurs, parce qu'il y a du travail en plus. Donc, me dit-elle, regardez, monsieur, il y a à peu près 3 ans, dans un État du Massachusetts, il y a une trentaine de chercheurs américains qui ont montré que chez 32 souches de cette espèce, il y avait 2 chromosomes, un grand et un petit, chose que j'ignorais, après 25 ans à 26 ans de recherche en laboratoire. Ce qui m'a permis, le lendemain matin, en médecine, devant mes 500 élèves, de leur dire... Chers étudiants, savez-vous qu'il y a des exceptions chez les bactéries? Alors les redoublants ne comprenaient pas. Et oui, effectivement, il y a 3 ans de cela, dans une équipe du Massachusetts, une équipe de chercheurs américains a montré que chez 32 souches de telle espèce, il y avait des deux. Et là, au premier rang, j'ai un étudiant qui dit à son collègue « Waouh, le prof, quelle culture !» Et son collègue lui répond « Forcément, c'est un chercheur, c'est normal, il arrive du laboratoire. » Donc vous pouvez aussi apprendre des autres. L'expert apprend tous les jours, il faut apprendre des autres. Il n'y a pas de moment où ça s'arrête. Dans une entreprise, pourquoi un directeur administratif et financier, pourquoi un expert du management ou du marketing n'apprendrait pas à un moment quelque chose des autres, juste parce qu'il est connecté par intelligence individuelle ou collective. Une autre anecdote très courte qui intéresse les entreprises, c'est celle-ci. C'était il y a 2 ans à peu près, ou 3 ans, j'avais expliqué le premier jour de l'année à mes étudiants que nous allions travailler sous forme de classe renversée. Et donc, je leur explique la méthode, c'est vous qui faites le cours, vous êtes en équipe, vous produisez, etc., sans rentrer dans le détail. Et à la fin de mon explication, il y a un étudiant qui vient me voir et qui me dit, c'était le premier jour de l'année, vous savez, monsieur, votre méthode, elle est intéressante, je la trouve très bien, mais avec moi et mes 4 camarades, ça ne sera pas possible. Parce que nous avons été déscolarisés et depuis 3 ans, on n'a plus fait de biologie. Donc, travailler sur des cours dont les chapitres s'appellent réplication, transcription, mutation, etc., ça me paraît impossible. Et même entre nous, me dit-il, moi, je ne sais même plus de quoi est fait une molécule d'ADN. Alors, vous imaginez le niveau à rattraper. 3 mois après avoir mélangé ces étudiants dans des groupes, et imaginé dans une entreprise de mélanger des profils d'expertise différents pour les faire travailler ensemble, 3 mois après, je vois mon étudiant exactement dans cette position et faisant exactement le même schéma que vous avez sous les yeux, avec ses camarades autour, dans l'explication. Et puis il parlait, il voit que je le regarde, il se dit « Vous me regardez bizarre, monsieur, qu'est-ce qui se passe ?» Je dis « Non, c'est juste que... Qu'est-ce que tu fais ?» Il me dit « Vous le voyez bien, je suis en train d'expliquer le fonctionnement, la régulation de l'opéron lactose. Vous savez, la bactérie, monsieur, me dit-il, quand vous lui retirez le glucose et que vous lui mettez du lactose, elle doit couper le sucre avec une enzyme, la bêta-galactosidase, qui n'est pas produite par le gène bloqué à cause de l'opéron. » Et puis, il finit pas sa phrase, il me dit « Pourquoi c'est pas bon, ce que je viens de dire ?» Je dis non, c'est bon, mais c'est pas ça qui m'intrigue. C'est pas toi qui me disais il y a 3 mois que tu ne savais même pas ce qu'était une molécule d'ADN, et là tu es en train de m'expliquer la régulation d'un gène de bactérie. Et il me répond, mais monsieur, je sais toujours pas ce que c'est qu'une molécule d'ADN. Mais ce mécanisme, il est top, il est génial, j'ai tout compris, le glucose, le lactose, et je n'ai qu'une seule envie, c'est d'aller voir dans un bouquin ou d'écouter un autre prof me l'expliquer. C'est-à-dire que quand vous innovez en pédagogie, quand vous travaillez différemment, quand vous utilisez des learning labs et autres, vous n'allez pas forcément reproduire le cours magistral et vous n'allez pas lutter contre le cours magistral. Ça veut dire que vous allez pouvoir rattraper des élèves différemment, les faire travailler autrement, leur redonner du goût, et vous allez renforcer l'académique. Autrement dit, la meilleure façon de renforcer le cours magistral, les cours classiques, les examens, ce que tout le monde adore en fait, eh bien c'est de faire de l'innovation pédagogique et de mixer l'ensemble. Donc jamais, au grand jamais, les innovateurs pédagogiques sont des gens qui veulent détruire l'enseignement académique. Et même, je vous dirais, quand on regarde autour de nous les profs qui sont les plus créatifs en innovation, c'est presque toujours des profs qui adorent enseigner normalement. Donc c'est une question de dosage, de composition et de réseautage. En même temps, on peut développer des compétences différentes. Alors là, peut-être l'entreprise, ça l'intéresse moins. Les étudiants participent à l'innovation. Vous savez, vous ne pouvez pas innover sans les usagers. On n'innove qu'avec l'usager, on n'innove qu'avec le client, le fournisseur, les collaborateurs. L'innovation, c'est pas « j'arrête la méthode A », voilà, j'arrête le cours magistral et je fais la classe inversée niveau 2 Marcel Lebrun, parce que c'est celle qui me plaît le plus.
ou la classe renversée, ou la classe mutuelle Vincent Fayet. Non, parce que si vous changez d'une méthode pour passer à une autre et que vous l'imposez, vous avez juste changé de méthode. L'innovation, elle se fait avec les usagers, l'approche utilisateur. Et donc ça veut dire que vous donnez la parole aux élèves. Et donc les élèves peuvent manifester pour ou contre, est-ce qu'ils aiment ou pas. Et moi, à la fin de mes cours, par exemple, mes étudiants sortent de la salle en me mettant plus j'ai aimé cette séquence parce que, moins je n'ai pas aimé cette partie parce que. Ils sont obligés, à la fin de chaque séquence, de donner une note positive et une note négative, qu'ils aient adoré ou détesté la séance. Et c'est seulement avec les notes négatives qu'on améliore le cours. Autrement dit, si vous voulez innover, vous ne pouvez vous améliorer qu'en travaillant sur les critiques négatives. Les critiques positives, c'est juste pour donner de l'élan, vous faire plaisir, mais ça ne fonctionne pas. Donc vous introduisez un peu de démocratie, une façon différente de travailler. Ça mériterait d'être pensé aussi dans certains cercles autres qu'à l'université. L'autre secret d'un Learning Lab ou d'un Creative Lab, toujours amusant de les nommer en anglais, parce qu'on est un des pays où on parle le moins l'anglais, on utilise le plus l'anglais, on va dire une salle d'expérimentation pédagogique ou autre, mais bref, c'est d'ouvrir les portes. Alors ça coûte pas cher, hein, parce que c'est un investissement qui coûte vraiment pas cher. Vous prenez une salle normale et vous ouvrez les portes. Et il va se passer quelque chose. Des gens vont rentrer, des collègues de travail. L'autre jour, dans mon cours de microbiologie, j'avais un prof de lettres et sciences humaines, de la fac de lettres, et un manager, une manager de Decathlon, pour citer l'entreprise. Que vient faire un prof d'histoire ou un manager de Decathlon dans un cours de microbiologie en anglais à des étudiants de différents pays? Eh bien, ils viennent voir la méthodologie, la façon dont on travaille, ils viennent s'inspirer et en même temps, ils viennent inspirer l'enseignant. Parce que figurez-vous que pendant 3 heures de cours, avec ces séquences, eh bien, je dirais pas à ma grande surprise, mais c'est la réalité, le manager de Decathlon ou le prof d'histoire géo me donne une idée. Tiens, tu aurais dû faire comme ça, tu aurais pu faire ceci. Ben oui, très bonne idée. Est-ce que vous pensez qu'un prof de génétique normal prenne des rendez-vous dans une entreprise de la grande distribution un matin ou dans une faculté d'un domaine différent pour aller chercher des informations pour innover? Non. Donc c'est ce que nous faisons avec ma collègue Carole Blaringhem qui est ici et les membres d'Hémisphère Design School, c'est que nous organisons des ateliers pédagogiques avec des profils très différents qui ressemblent à ce que l'on fait en classe. Donc nous avons arrêté depuis 2 à 3 ans de faire des ateliers pédagogiques qu'avec des profs. Parce que les profs, ça ne parle que d'histoire de profs et ça trouve des solutions de profs. Tandis que si vous mettez avec ces enseignants, des étudiants, des salariés autres, des communicants, de l'administratif, des techniciens, des entreprises et même des enseignants d'autres universités. Ah, on fait venir des profs de l'école ou de l'université d'en face. Tu ne vas pas faire venir les concurrents, si, on fait venir les concurrents et on travaille ensemble. La créativité, elle doit être open. Tout le monde parle d'open innovation, mais commençons déjà par faire de l'open créativité, c'est-à-dire de la créativité ensemble. Charge à nous, après, dans nos entreprises, de transformer cette créativité en innovation. Donc voilà, des classes ouvertes. Et puis des méthodologies, je citais donc la Design School, qu'on appelle, toujours en anglais, hein, du design thinking ou du coworking, mais en fait, tout bêtement, des nouvelles façons de travailler ensemble, mais avec des méthodologies. Autrement dit, quand mes étudiants sont en groupe, en équipe, ou quand on travaille avec une entreprise et qu'on met des managers, des techniciens, des fournisseurs ensemble, eh bien, on ne les laisse pas travailler comme ça. On a des petits secrets. Par exemple, 6, c'est le chiffre magique. 6 personnes dans un groupe, c'est ce qui fonctionne le mieux. Pour la majorité des exercices, faire un casting, mélanger les gens. Donc, leur donner des méthodologies. Ne pas tout de suite poser la question. Si vous posez la question tout de suite, l'expert, celui qui a du pouvoir, va influencer les réponses. Et le novice, ou celui qui vient d'arriver, n'osera pas apporter sa petite touche pour enrichir. Moi, dans ma classe renversée, les étudiants les moins bons en génétique, vraiment d'un niveau très faible, sont les meilleurs pour aller chercher des documentations, de l'information, de l'illustration sur le web, ramener, mais ils ne savent pas quoi en faire. Alors les étudiants qui sont beaucoup plus forts, eh bien, vont travailler avec eux, parce que je leur donne la même note. Vous êtes 6 étudiants, tout le monde aura 18 sur 20, même celui qui n'a rien fait. Celui qui n'a rien fait, vous n'avez pas le droit, c'est pas juste. Aujourd'hui, vous savez, le monde est injuste, la vie est injuste, donc il faut que je vous habitue un peu. Et puis,
Oui, parce que je ne suis pas là pour vous couconner, vous préserver, vous allez vous faire manger dehors. Donc, et puis prenez vos responsabilités, parce que si vous acceptez aujourd'hui qu'un de vos collègues de groupe ait une bonne note alors qu'il n'a rien fait, je vous promets un bel avenir dans vos stages et en entreprise. Parce que ça sera vous qui ferez le travail à la place des autres, pour que le service soit bien vu. Donc on fait du coworking, on travaille ensemble avec des méthodes, on monte des formations. Donc ces expériences, je ne parle pas de la classe renversée uniquement, hein, loin de là, parce qu'on est ici une cinquantaine d'enseignants à faire ça, au moins. Hein, ces expériences ont permis de créer des lieux innovants. Donc ça a commencé avec les ateliers de l'innovation du co-design, hein, dans le groupe INCREA, HEI, ISA, ISEN. Ensuite, la Design School, pas vraiment dans l'ordre, parce qu'entre deux, on a eu les ateliers d'humanicité, on a des anthropolabs, on a des groupes de recherche éthiques. On a une enseignante, June Shrishinda, qui travaille avec nous, qui, elle, étudie ça de manière académique, par la recherche. On travaille avec l'université de Louvain. Et donc, le travail de June, par exemple, ce n'est pas de vérifier si les élèves ont des meilleurs résultats aux examens, ou si on décroche moins. Le travail de June, c'est de dire, est-ce que le niveau de motivation et d'engagement des élèves dans ces méthodes collaboratives est plus fort? Et ça, c'est un sujet intéressant. Parce que quand on parle d'innovation pédagogique, la question que j'ai toujours, hier je l'ai eu encore, vous innovez, c'est bien, mais est-ce que vos élèves sont meilleurs aux examens? Bon, mais mes étudiants avaient déjà 90% de réussite aux examens, 92, licence, master. Je ne me bats pas trop pour passer à 93 ou 94. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est la collaboration. Et imaginez un élève qui n'aime pas les maths, mais qui est obligé de suivre un cours de maths, et qui, dans une méthode coélaborative, trouve d'un seul coup le goût de faire quelque chose en maths. Et bien ça intéresse l'entreprise. Parce que dans les entreprises, on a souvent du mal à mobiliser des collaborateurs en équipe sur une mission. Et si vous vous dites qu'un élève qui n'aime pas les maths va adorer le projet en maths, mais ça pourrait être intéressant d'utiliser ces méthodes. Et là, vous êtes sur de la recherche qu'on pourrait appeler en sciences de l'éducation, mais qui a des applications et des retombées incroyables dans le monde sociétal, et pas uniquement dans le monde de l'éducation. Les mots-clés, pour terminer, les mots-clés parce que tout ça, c'est dit de manière un peu rapide, c'est impossible à faire tout ça s'il n'y a pas de la confiance. Donc, si vous organisez des espaces collaboratifs, le mot confiance, c'est le mot principal. Confiance dans les élèves vous font confiance, ils font confiance entre eux. Le mot confiance en innovation pédagogique, il est aussi important que le mot curiosité en recherche. Ah, tu veux être chercheur? Est-ce que tu es curieux? Non, tu ne pourras pas être chercheur. Tu veux être innovant en pédagogie? Travailler sur des relations? Est-ce que tu fais confiance aux autres? Est-ce que tu te fais confiance à toi? Ça, c'est un mot important. Le deuxième mot, là c'est le biologiste qui vous parle, il faut lutter contre des maladies. Et il existe une maladie qui empêche les profs d'innover. C'est une maladie qui peut être chronique, infectieuse, elle est souvent contagieuse. Ça s'appelle la programmite. La programmite, on est obligé de faire tout le programme. C'est-à-dire, j'ai 150 choses à dire, j'ai que 2 heures, je vais dire mes 150 choses. Même s'ils ne comprennent pas, au moins j'ai fait le programme. Ben, il y a aussi de la programmite en entreprise. Hein. Vous avez prévu une réunion, elle dure 3 heures, et puis on vous déroule des PowerPoint prompteurs qui vous ennuient passablement, pour ne pas dire autre chose, sachant que le temps d'attention de quelqu'un face à un PowerPoint, sauf quand c'est des dessins, il est de 20 minutes. Au bout de 20 minutes, vous en perdez un toutes les secondes, hein, comme dans les jeux. Ping, 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 ping. En ligne, quand vous êtes à distance, vous ne les perdez pas tous les 20 minutes. Hein. Si vous êtes PowerPoint en ligne, là, vous les perdez toutes les 2 à 3 minutes. C'est encore plus mortel. Donc, ne pas vouloir tout dire, tout faire et remplir ses crânes. Autre chose, c'est intéressant les ressources. C'est intéressant, tout est à disposition. Mais c'est quoi le discernement? C'est-à-dire copier-coller. Il y a des copier-coller hyper intelligents. Il y a des copier-coller qui vont stimuler la créativité, mais il y a beaucoup de copier-coller qui ne servent pas à grand-chose. Donc, apprendre aux étudiants aussi à avoir du discernement, ça fait partie aussi d'une certaine façon de développer leur liberté qui là aussi n'est pas forcément vue de la même manière en entreprise ou dans le monde éducatif. Ne pas non plus tout mettre sur la technologie en disant c'est en ligne, vas-y, tu peux te connecter, parce qu'ils sont digital native et autres. Ils sont digital native pour jouer, chatter, organiser des soirées, mais ils sont un peu moins digital native pour travailler. Et donc peut-être oubliez ce que moi j'avais appelé au début le faites-le par vous-même, le do it yourself, et faites-le plutôt with others, faites-le plutôt avec les autres. Parce que le travail collaboratif ou coélaboratif, vous pouvez le faire en présentiel, mais vous pouvez le faire aussi à distance, et ça c'est vraiment intéressant. Voilà, la multiplicité aussi des outils.
Ne jamais organiser un atelier ou un espace collaboratif avec uniquement une application, un type de mobilier, un type de support, mais mixé. Ici, nous avons beaucoup de mixité d'équipements, ce qui permet aussi aux utilisateurs de passer d'un système à l'autre et d'être inspirés. Moi, j'ai changé d'avis sur le numérique. Il y a encore 2-3 ans, je disais, on est créatif sans numérique. Le numérique, c'est juste un outil, ça sert à accélérer, amplifier. J'ai changé un peu d'avis dans le sens où le numérique, de toute façon, il est là, on baigne dedans, et le numérique, il est aussi inspirant. Donc, le numérique, c'est un outil au service d'eux, mais c'est aussi une formidable source d'inspiration. Donc, il faut voir aussi les choses de ce point de vue-là. Voilà. Et l'alternance, donc alterner de l'académique et de l'innovation. Donc, ne pas vouloir faire tous vos cours ou toutes vos séances dans des learning labs. Passer du learning lab à la salle de classe. Faites des cours dans les couloirs, faites des cours dans les cafétérias. Ça marche super bien. Et pour terminer, vous montrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, que non seulement l'innovation pédagogique, elle renforce l'académique, mais elle ne s'oppose pas. C'est le même rapport que vous avez ici entre la loi, le rigide, ce qui est admis par tous, le prof d'université que j'étais avant à 100%, et puis celui que je deviens un peu, parce que j'ose parfois imaginer qu'on puisse faire des choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Et si j'avais eu qu'une seule diapo, parce que parfois Thierry me laisse qu'une seule diapo pour une conférence, eh bien je n'aurais utilisé que celle-ci. L'endroit le plus extraordinaire sur la planète où il y a la plus grande diversité, la transdisciplinarité, qui fait rêver, qui est le plus représentatif de la vie, c'est la canopée. Peut-être que ce mot-là peut évoquer des choses chez certains d'entre vous. La canopée, le sommet des forêts amazoniennes et autres, parce que là, vous comprenez la vie, cette complexité. C'est là où on trouve l'innovation, c'est là où on trouve la biodiversité. Seulement, cette canopée, si vous voulez l'étudier, eh bien, vous pouvez vous dire, bah, tiens, je vais couper les troncs des arbres, elle va tomber par terre, et puis je ne vais ne faire que d'innovation. Or, vous ne pouvez pas innover si vous n'êtes pas ancré sur des piliers. Donc la canopée meurt si vous coupez les troncs et les racines. Donc vous ne pouvez pas innover à 100% si vous n'êtes pas un expert, un spécialiste dans votre domaine et si vous ne faites pas communiquer les domaines entre eux. Donc le véritable enjeu dans un learning lab ou autre, le véritable enjeu de l'innovation pédagogique, c'est pas de faire des choses nouvelles, c'est d'articuler les choses classiques académiques, repensez à mon étudiant tout à l'heure, et les façon de travailler ensemble avec des méthodes co-élaboratives. Voilà, je vous remercie. Merci Jean-Charles. On a un petit peu de temps pour poser des questions à Jean-Charles. Donc, qui veut intervenir ? Bonjour, merci pour cette présentation pleine d'optimisme. Je voudrais revenir. Université, un chercheur, un biologiste, soit appelé régulièrement dans son bureau, son laboratoire, par des entreprises. Donc des entreprises dans tous les domaines. À votre avis, pourquoi une entreprise, quelle qu'elle soit, téléphonerait à un enseignant ou lui enverrait un message pour lui parler de son innovation pédagogique ? Au départ, la première fois que j'ai reçu ce coup de téléphone, j'ai cru que c'était une erreur, puisque c'était une entreprise de bricolage régionale. Or, moi, je ne suis pas du tout bricoleur. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent à l'innovation pédagogique qu'on mène avec des étudiants? Quel est le rapport entre des expérimentations d'innovation pédagogique et des soucis d'entreprise en termes d'innovation? Innovation produit, services, management et autres. Pour beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, peut-être autour de vous, quand on parle d'éducation, eh bien, on voit ce genre de choses. Un prof d'université, forcément, il est dans un amphi face à des élèves, et puis les étudiants font cours, donc écoutent le cours. Et c'est assez simple. Tout le monde est allé à l'école ici, peut-être pas à l'université, mais tout le monde sait ce que c'est qu'un enseignement académique. Donc moi, je suis dans ce domaine-là avec mes collègues dans le lieu que vous visitez en ce moment. Et puis, c'est très simple. Le rapport avec les étudiants, il peut être varié, mais la règle du jeu, c'est la suivante. Je suis là pour vous enseigner ce que je connais. Après tout, je suis chercheur, enseignant, on me paye pour ça. Et puis, charge à vous de comprendre, d'apprendre, d'absorber ce que je vous envoie. Parce que moi, j'ai à peu près 100% du programme à vous expliquer. Puis vous devez travailler. Donc les étudiants savent très bien ce qu'ils doivent faire. Travailler chez vous, parce que le jour de l'examen, eh bien, en particulier, je vais vérifier si vous êtes capable de restituer les connaissances que je vous ai transmises.
Alors, il y a des enseignants, et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date même pas des classes inversées et autres, ça date depuis très longtemps, l'Antiquité en particulier, qui se disent peut-être que l'enseignement, c'est réducteur. On pourrait aussi parler d'éducation, d'échange, et qu'on pourrait imaginer des relations beaucoup plus intéressantes que juste une simple transmission. Et comment susciter les interactions différentes entre les profs et les élèves, mais aussi entre les élèves entre eux, entre les étudiants. Bref, stimuler des différentes façons de communiquer, d'échanger de l'information, bref, de vivre ensemble quelque chose d'un peu plus social que juste une absorption, voire parfois une consommation. Beaucoup trop de nos étudiants sont des consommateurs. Ils viennent en cours avec leur caddie et puis ils prennent de l'information parce qu'ils imaginent que c'est juste cette information-là, ces connaissances qui leur seront utiles pour travailler plus tard. Donc comment susciter cette interaction différente? Comment aussi transformer la classe? Les Learning Lab Network et autres sont des réseaux intéressés par ces nouvelles utilisations de l'espace, ces nouvelles façons de se déplacer, d'interagir. Mais quand je dis espace, je sous-entends aussi la façon dont on va aborder cet usage, c'est-à-dire pas uniquement installer des tableaux intelligents, des tables, des tablettes et autres, ou des post-it, mais aussi des élèves intelligents, des profs intelligents, des smart teachers ou des smart students. Ça pourrait être intéressant d'avoir aussi ce concept-là. Et des élèves ou des enseignants qui vont collaborer ensemble et pas toujours avec les mêmes méthodes. Donc dans un espace de 20, 30 ou 50 mètres carrés, imaginez d'utiliser des murs, des tableaux, des applications, ou même tout simplement parfois une table, une chaise, un café, et discuter différemment. Ou des crêpes, parfois, chez certains ou certaines de mes collaboratrices. Et donc, comment réutiliser ces espaces? Comment travailler? Eh bien, il faut imaginer des méthodes. Parce qu'il ne suffit pas d'aménager un endroit. Donc là, c'est très clair, une entreprise qui me dit... C'est très intéressant, vos Learning Lab, Creative Lab, je vais prendre des photos et puis j'imagine avoir la même salle dans mon département. Eh bien, si c'est juste copier-coller le mobilier, eh bien ensuite on s'aperçoit qu'on utilise ces nouveaux espaces exactement comme une salle normale. Donc il faut des méthodes. Et donc ici à l'université, nous testons, nous expérimentons beaucoup de méthodes qui intéressent les entreprises. Il y a bien sûr les classes inversées, les classes renversées, les classes mutuelles, des tas de classes, tout simplement des classes collaboratives, on va dire, des classes actives. Hier, j'étais dans un colloque en Belgique, chez mes amis wallons, on parlait de pédagogie active, on s'est posé la question, c'est quoi une pédagogie inactive? Puisque pédagogie, ça veut dire marcher à côté d'eux, accompagner, c'est quoi la marche sur place? Voilà, une question à se poser. Donc il faut des méthodologies, classe inversée, j'en ai parlé, mais pas uniquement, des apprentissages par projet, l'utilisation des web TV, Wikiradio, les cartes mentales, la maquette, le design et autres. Et donc toutes ces méthodologies sont expérimentées par les enseignants. Et figurez-vous que ça intéresse les entreprises. Les classes inversées, par exemple, je vais simplifier, si on dit on va faire le cours à la maison et les devoirs en classe, vous savez très bien, si vous suivez Marcel Lebrun et collaborateurs, qu'il y a beaucoup de niveaux de classes inversées. Du niveau 0, qui ne marche pas, on va dire, ça je l'invente, au niveau 1, 2 et 3, jusqu'à des niveaux un peu particuliers, celui que j'ai osé expérimenter ici, la classe renversée, qui est très intéressante, hein, qui est très simple, qui est basée sur une idée que j'ai eue pendant les vacances, de se dire, et si le prof ne faisait plus rien, et les élèves tout? Donc c'est ce que j'ai proposé à mes étudiants depuis 5 à 6 ans, et ça fonctionne très bien. Les étudiants organisent les cours, ils font les chapitres des cours, ils écrivent les cours, ils vont chercher l'information, ils illustrent les cours comme ils veulent, ils les publient sur des plateformes, ils dispensent les cours, le prof devient l'élève, puisqu'il n'a plus rien à faire, et en même temps les étudiants vont prendre en charge même la construction des examens, des devoirs, les notations. Parfois même je leur fais corriger, annoter, faire les moyennes, enfin bref tout. Cette classe renversée, qui s'approche vraiment des niveaux 3 hein, de Marcel Lebrun, cette classe renversée, elle est intéressante dans le sens où là, on dit aux élèves, la connaissance, cherchez-la. C'est-à-dire que moi, par rapport à certains niveaux, je ne donne pas de documents. C'est-à-dire que c'est un cours de licence, mais on peut le faire en master, il n'y a aucun support. Donc on arrive dans la classe comme ça, les mains dans les poches. Et puis on dit aux élèves, en les provoquant au départ, parce qu'il y a quand même une organisation, charge à vous d'aller construire ces connaissances, d'aller travailler ensemble, et puis de collaborer.
au départ, les étudiants se disent « mais nous, on n'a pas le niveau d'expertise, on n'est pas capable de le faire ». Or là, on va essayer de mobiliser l'intelligence collective, et même plus l'intelligence co-élaborative. La différence entre les deux, c'est l'intelligence collective, on laisse un peu les choses se mettre en place, même si c'est simplifié. L'intelligence co-élaborative, qui s'approche un peu du coworking, co-design, des méthodes utilisées par les designers. Là, il y a des méthodologies. On leur fait faire des exercices avec de la divergence, de la convergence. Et là, ça intéresse les entreprises parce qu'elles se disent, si des profs sont capables de faire ça, des profs, vous vous rendez compte, des experts, de se mettre en retrait et de laisser leurs étudiants, ces novices, travailler ensemble, collaborer et produire, alors peut-être que nous, on pourrait s'en inspirer. Puisqu'il y a beaucoup de profs dans l'entreprise. Il y a des managers, des directeurs, des experts, des chefs de département, il y a des codires, et il y a beaucoup d'organisations dans l'entreprise qui ressemblent à l'organisation de l'école. Et donc, si vous êtes directeur d'un hôpital, d'une entreprise commerciale, artisanale, maire d'un village, responsable dans un conseil régional ou président d'un club de sport, vous pouvez vous poser ces questions-là. Pourquoi toujours laisser les experts étaler leur science et puis les autres appliquer, apprendre? Donc ce qui est intéressant dans ces méthodes de collaboration, c'est qu'on peut les transposer très facilement du monde de l'éducation au monde sociétal. Donc, ma classe renversée, quand vous y rentrez, elle est ouverte, hein, on peut y rentrer, eh bien, ne ressemble plus à une classe alignée. Ça ressemble moins à un champ de carottes, mais ça ressemble plus à de la permaculture, où vous avez un peu différents types d'élèves et de profils mélangés. Des grands, des petits, des bons, des moyens, des garçons, des filles et autres. Et je les avais provoqués la première fois en disant, j'avais utilisé le langage de l'entreprise, j'avais dit, est-ce que vous avez envie que je vous fasse cours normalement ou est-ce que vous avez plutôt envie qu'on se comporte différemment? Et moi, je vous propose d'être plutôt un collaborateur, plutôt qu'être un enseignant pur, un collaborateur. Et si on transformait la classe de génétique en start-up, une petite entreprise, donc je deviens votre DG, et une petite entreprise qui va produire de la connaissance. Les équipes vont être des business units, on va produire, il y aura de la production, de la commercialisation, il y aura de la communication. C'est un peu provoquant hein, pour certains élèves qui se disent « le monde de l'entreprise c'est plus tard, moi le monde de l'éducation c'est ce qui est aujourd'hui ». C'est même aussi très provoquant pour des profs qui me disent « l'école n'est pas une entreprise ». Comme j'entends parfois, l'hôpital n'est pas une entreprise. Mais peut-être que la famille aussi est une entreprise, c'est une façon de l'organiser. Donc c'est vraiment ce terme-là d'organisation qui cherche à entreprendre quelque chose, quel que soit le modèle économique. Donc quand vous rentrez dans ma classe, comme dans les classes de mes collègues d'ailleurs, puisqu'on retrouve la même chose dans différents types de pédagogie innovantes, pas uniquement les classes renversées, eh bien on voit ce genre de comportement, cette nouvelle utilisation de l'espace. On arrête de dire aux élèves « asseyez-vous, tenez-vous droit, écrivez correctement, mettez-vous en ligne », mais non, ils occupent l'espace comme ils ont envie, il y a de l'ergonomie différente. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que le sang circule davantage, le glucose arrive au cerveau, ils peuvent être assis, debout. On n'a même plus ces ordinateurs figés ou incrustés dans les salles, ils peuvent prendre leur portable, ils peuvent utiliser leur téléphone, bref, ils utilisent leurs propres outils, comme on dit en franglais, et on essaye de les laisser avec le maximum de liberté ou d'autonomie. On utilise aussi des méthodologies qui peuvent être papier, tableau, mais aussi tablette, application. Par exemple, des exercices de tableau tournant, où on leur demande de répondre à des questions ou de construire des questions sur des tableaux. Donc, en les faisant changer de tableau toutes les 3 à 4 minutes. Ça, ce sont des exercices qui existent depuis très longtemps dans l'entreprise, notamment les entreprises qui utilisent le design, avec ce qu'on appelle des dossiers tournants, des fichiers tournants. Moi, au départ, très clairement, la première année, je n'avais pas ces tableaux, je n'avais pas ce numérique, donc j'ai utilisé des feuilles de paperboard, des feuilles de papier. Ils travaillaient sur ces feuilles et on faisait des rotations. Et par enrichissement mutuel, vous avez des étudiants qui sont capables de co-construire des questions ou de co-construire des réponses à des questions qu'on leur pose. Ce qui est très intéressant dans ces méthodes actives, c'est que vous avez presque 100% d'attention. Tout à l'heure, j'entendais parler de comment peut-on réveiller les élèves en classe avec des méthodes, les interroger.
Bien sûr, il y a des méthodes un peu violentes, on ne va quand même pas utiliser le taser ou le paintball mais pour les bouger, mais on peut très bien les faire tout simplement occuper l'espace différemment. Et avec ces méthodes-là, eh bien, les étudiants, ils sont en activité. Donc on s'aperçoit que le fait d'être en activité, vous avez 100% d'attention. Et même si vous perdez un étudiant quelques minutes parce qu'il envoie un message à son ami ou bien alors qu'il a envie de consulter une information autre, eh bien vous le récupérez. Parce que ce n'est pas un problème ce téléphone. L'étudiant, s'il est dans une pédagogie active, vous le perdez 5 minutes. Quand il a posé son objet et qu'il voit qu'il se passe quelque chose, vous le récupérez. Alors que dans un amphi, si vous l'endormez, ou dans une salle de classe, si vous l'assommez, dès que vous l'avez perdu, il est perdu à tout jamais. J'ai une collègue, Christelle Lison, québécoise, qui souvent dit quand on parle de présentiel ou de distanciel, on se trompe, c'est pas forcément une question de localisation. Vous pouvez faire du distanciel dans un amphi, imaginez que je vous endorme ici, eh bien il y en a qui sont ailleurs, alors que physiquement ils sont devant moi. Et puis vous faites du présentiel à distance si vous intéressez des gens avec par exemple des plateformes collaboratives en ligne, et surtout d'ailleurs si ces personnes sont dans des fuseaux horaires différents. Imaginez que vos apprenants se soient levés à 3 heures du matin pour chatter avec vous sur un cours. Ils vont sûrement pas, enfin peut-être s'endormir à 3 heures, mais ils vont sûrement pas s'endormir pendant les échanges. Ce qui est intéressant dans ce que j'essaie de partager avec vous, c'est qu'il faut parler vraiment des méthodologies et des mises en situation. Par exemple, dans la classe renversée, ce qui est renversé, c'est aussi la posture de l'enseignant. Donc si vous voulez aussi avoir des learning labs actifs, il faut aussi travailler sur les postures et pas uniquement sur les instruments, les méthodologies, la technologie. Dans la classe renversée, on a choisi une posture bizarre qui est de dire les élèves deviennent professeurs, le professeur devient élève. Donc moi, dans ma classe, j'ai 40 professeurs et un seul élève. Ce qui est pratique, c'est que je ne corrige plus de copies, puisque je suis l'élève, donc ce sont les élèves qui corrigent les copies. Ça c'est bien, parce qu'il n'y a qu'une seule copie en plus. Donc 40 élèves qui corrigent une copie, c'est pas beaucoup de travail. Et moi, le travail que j'ai à faire à la maison, ce sont mes devoirs. Donc j'ai des devoirs à la maison. Ça me prend le même temps que corriger des copies, mais c'est plus intéressant de faire des devoirs donnés par des étudiants qui ont construit le cours et construit les questions que de toujours corriger les mêmes copies avec le barème. Et puis la meilleure façon d'enseigner, il paraît que c'est... d'apprendre, là aussi, apprendre, enseigner. La meilleure façon d'apprendre, il paraît que c'est d'enseigner. Eh bien, je dis à mes élèves, devenez des profs, enseignez-moi le cours, même si vous n'en construisez que les 2/3 ou les 3/4, ce sont les 2/3 ou les 3/4 qui vont être consolidés, et puis certains d'entre vous pourront aller un peu plus loin. Je dis ça aussi parce que, en fait, aussi dans un colloque, l'un de mes collègues m'avait dit, j'étais en train d'expliquer la même chose, il avait tweeté, M. Caillé en train de dire la meilleure façon d'enseigner, c'est d'apprendre. Et moi, je lui avais dit, tu as aussi renversé la citation. Mais non, c'est une autre vérité. Je pense aussi que la meilleure façon d'enseigner, c'est d'accepter d'apprendre des élèves. Et pas seulement de dire, je sais, je suis l'expert, mais d'oser dire, je ne sais pas. Là, l'entreprise, elle se pose la question, le manager. Combien de fois dans les entreprises, les directions, les CODIR et autres, c'est toujours l'expert, le chef, le manager qui sait, ou quand on est en train de travailler sur une question importante, la formulation de la question n'est même pas terminée que l'expert a déjà commencé l'énoncé de la réponse. Toujours le même type de réponse. On parle d'enseignement, de transmission, mais il y a aussi l'évaluation. Comment est-ce qu'on peut évaluer différemment? Peut-on faire des évaluations par les pairs, des évaluations inversées, renversées, des auto-évaluations? Même question pour l'entreprise. J'envoie mes collaborateurs en formation. Est-ce que je peux vérifier ou pas que la formation que je leur ai promise ou la formation qu'ils ont suivie va avoir des répercussions intéressantes dans l'activité de l'entreprise, quelle qu'elle soit? Dans la classe renversée, les étudiants ont inventé des systèmes avec moi, par exemple des noms bizarres, parfois des oxymores, de type le QCM intelligent. Ah, QCM intelligent, des QCM inversés, des tricheries obligatoires. On travaille aussi sur des modes de présentation à l'oral qui sont complètement différentes de celles qui sont habituellement faites par les profs. Donc on s'inspire des Pecha-Kucha, des TEDx, on s'inspire des 180 secondes, on fait du karaoké, du ping-pong, de la battle, des fresques. Des noms un peu bizarres qui à chaque fois correspondent à des méthodes qu'on invente et qu'on teste avec des enseignants expérimentateurs. Alors je vous préviens, ces noms sont inventés. Si vous tapez par exemple ping-pong, battle ou karaoké sur Google, vous ne tomberez pas forcément dans la première page de référencement sur nos méthodologies pédagogiques.
Les étudiants font cours. Dans la classe renversée, les étudiants font le cours. Pas tout le cours, mais ils travaillent sur des présentations. Quand vous êtes dans un CODIR ou une réunion de service, est-ce que c'est toujours l'expert qui présente son PowerPoint? Parfois, changez. Imaginez que ce soit le responsable du marketing qui fasse la présentation du DAF, la direction administrative et financière. Imaginez qu'on laisse la place à un technicien pour faire une présentation des ressources humaines. C'est ce que nous faisons en génétique. Vous avez des élèves ici qui sont en train de m'expliquer comment fonctionne une bactérie. Et ça, c'est intéressant parce que vous pouvez laisser vos étudiants démarrer la présentation, parce que vous allez vous dire, mais est-ce qu'ils sont capables de vous faire un cours aussi bien structuré qu'un prof? Laissez-leur démarrer la présentation, provoquer l'interaction et travailler sur les erreurs. Ici, par exemple, vous avez 2 étudiants qui ont été croqués, dessinés par mon ami Charles, j'ai tellement d'amis qui s'appellent Marcel, Charles Hénat. Donc tous les dessins que vous voyez derrière moi sont des dessins originaux réalisés avec les étudiants, avec moi et en classe. Donc ce sont vraiment des expérimentations. Et là, ce sont vraiment 2 étudiants qui étaient en train de m'expliquer comment fonctionnait une bactérie. Et leur explication était impeccable, ils avaient super bien travaillé. Sauf que moi, le prof de génétique, tout en les écoutant, je me suis dit, mais il y a 2 chromosomes dans leurs bactéries. Dans les bactéries, normalement, il n'y a qu'un seul chromosome. Presque tout le monde le sait ici. Un seul chromosome, il est circulaire. Et j'aurais pu avoir le réflexe du prof, comme vous avez parfois le réflexe du collègue dans une réunion, de dire « Attendez, il y a une erreur, veuillez corriger ça, on recommence, il n'y a qu'un seul chromosome. » Donc je les laisse faire. Et je joue le rôle de l'élève. Je lève le doigt, je leur dis « C'est très intéressant » parce qu'ils me demandent « Avez-vous compris ?» C'est intéressant, hein, quand vous avez 50 professeurs et un seul élève, vous avez les 50 professeurs qui regardent l'élève, et l'élève, il a intérêt à être attentif, parce que s'il n'est pas attentif, ça se voit. Et donc l'élève lève le doigt et je leur dis, c'est très bien, j'aime beaucoup votre présentation, mais j'ai une petite remarque à faire. Et pour les sauver du déshonneur, je leur dis, je pense que vous avez oublié de dire que cette bactérie était en train de se diviser. Alors ils me regardent. Oui, je pense que cette bactérie, elle est en train de se diviser, et je cherche pour les aider. Parce que comme elle a 2 chromosomes, j'imagine qu'elle a répliqué son chromosome unique, et à partir du moment où elle a 2 chromosomes, ça lui permet de donner 2 bactéries, ce qui est la réalité en microbiologie. Et là, vous avez un étudiant qui me répond, pas du tout, monsieur. Soyez attentif. Vous voyez bien qu'il y a un grand et un petit chromosome. Or, si c'était une réplication, les 2 chromosomes auraient la même taille. Élémentaire, mon cher Watson. Alors, je ne sais plus quoi dire, et là, sa collègue à côté, avec l'ordinateur, me dit « Monsieur, vous savez, regardez la source, parce qu'ils doivent chercher les informations, les trier avec discernement et les référencer. » Et là, ça fait du mal aux élèves consommateurs, parce qu'il y a du travail en plus. Donc, me dit-elle, regardez, monsieur, il y a à peu près 3 ans, dans un État du Massachusetts, il y a une trentaine de chercheurs américains qui ont montré que chez 32 souches de cette espèce, il y avait 2 chromosomes, un grand et un petit, chose que j'ignorais, après 25 ans à 26 ans de recherche en laboratoire. Ce qui m'a permis, le lendemain matin, en médecine, devant mes 500 élèves, de leur dire... Chers étudiants, savez-vous qu'il y a des exceptions chez les bactéries? Alors les redoublants ne comprenaient pas. Et oui, effectivement, il y a 3 ans de cela, dans une équipe du Massachusetts, une équipe de chercheurs américains a montré que chez 32 souches de telle espèce, il y avait les 2. Et là, au premier rang, j'ai un étudiant qui dit à son collègue « Waouh, le prof, quelle culture !» Et son collègue lui répond « Forcément, c'est un chercheur, c'est normal, il arrive du laboratoire. » Donc vous pouvez aussi apprendre des autres. L'expert apprend tous les jours, il faut apprendre des autres. Il n'y a pas de moment où ça s'arrête. Dans une entreprise, pourquoi un directeur administratif et financier, pourquoi un expert du management ou du marketing n'apprendrait pas à un moment quelque chose des autres, juste parce qu'il est connecté par intelligence individuelle ou collective. Une autre anecdote très courte qui intéresse les entreprises, c'est celle-ci. C'était il y a 2 ans à peu près, ou 3 ans, j'avais expliqué le premier jour de l'année à mes étudiants que nous allions travailler sous forme de classe renversée. Et donc, je leur explique la méthode, c'est vous qui faites le cours, vous êtes en équipe, vous produisez, etc., sans rentrer dans le détail. Et à la fin de mon explication, il y a un étudiant qui vient me voir et qui me dit, c'était le premier jour de l'année, vous savez, monsieur, votre méthode, elle est intéressante, je la trouve très bien, mais avec moi et mes 4 camarades, ça ne sera pas possible. Parce que nous avons été déscolarisés et depuis 3 ans, on n'a plus fait de biologie. Donc, travailler sur des cours dont les chapitres s'appellent réplication, transcription, mutation, etc., ça me paraît impossible. Et même entre nous, me dit-il, moi, je ne sais même plus de quoi est fait une molécule d'ADN. Alors, vous imaginez le niveau à rattraper. 3 mois après,
après avoir mélangé ces étudiants dans des groupes, et imaginez dans une entreprise de mélanger des profils d'expertise différents pour les faire travailler ensemble, 3 mois après, je vois mon étudiant exactement dans cette position et faisant exactement le même schéma que vous avez sous les yeux, avec ses camarades autour, dans l'explication. Et puis il parlait, il voit que je le regarde, il se dit vous me regardez bizarre, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Je dis non, c'est juste que qu'est-ce que tu fais? Ben, il me dit vous le voyez bien, je suis en train d'expliquer le fonctionnement, la régulation de l'opéron lactose. Vous savez la bactérie, monsieur, me dit-il, quand vous lui retirez le glucose et que vous lui mettez du lactose, elle doit couper le sucre avec une enzyme, la bêta-galactosidase, qui n'est pas produite par le gène bloqué à cause de l'opéron. Et puis il finit pas sa phrase, il me dit pourquoi c'est pas bon ce que je viens de dire? Je dis non, c'est bon, mais c'est pas ça qui m'intrigue. C'est pas toi qui me disais il y a 3 mois que tu ne savais même pas ce qu'était une molécule d'ADN, et là tu es en train de m'expliquer la régulation d'un gène de bactéries. Et il me répond, mais monsieur, je sais toujours pas ce que c'est qu'une molécule d'ADN. Mais ce mécanisme, il est top, il est génial, j'ai tout compris, le glucose, le lactose, et je n'ai qu'une seule envie, c'est d'aller voir dans un bouquin ou d'écouter un autre prof me l'expliquer. C'est-à-dire que quand vous innovez en pédagogie, quand vous travaillez différemment, quand vous utilisez des learning labs et autres, vous n'allez pas forcément reproduire le cours magistral et vous n'allez pas lutter contre le cours magistral. Ça veut dire que vous allez pouvoir rattraper des élèves différemment, les faire travailler autrement, leur redonner du goût, et vous allez renforcer l'académique. Autrement dit, la meilleure façon de renforcer le cours magistral, les cours classiques, les examens, ce que tout le monde adore en fait, eh bien c'est de faire de l'innovation pédagogique et de mixer l'ensemble. Donc jamais, au grand jamais, les innovateurs pédagogiques sont des gens qui veulent détruire l'enseignement académique. Et même, je vous dirais, quand on regarde autour de nous les profs qui sont les plus créatifs en innovation, c'est presque toujours des profs qui adorent enseigner normalement. Donc c'est une question de dosage, de composition et de réseautage. En même temps, on peut développer des compétences différentes. Alors là, peut-être l'entreprise, ça l'intéresse moins. Les étudiants participent à l'innovation. Vous savez, vous ne pouvez pas innover sans les usagers. On n'innove qu'avec l'usager, on n'innove qu'avec le client, le fournisseur, les collaborateurs. L'innovation, c'est pas « j'arrête la méthode A », voilà, j'arrête le cours magistral et je fais la classe inversée niveau 2 Marcel Lebrun, parce que c'est celle qui me plaît le plus, ou la classe renversée ou la classe mutuelle Vincent Fayet. Non, parce que si vous changez d'une méthode pour passer à une autre et que vous l'imposez, vous avez juste changé de méthode. L'innovation, elle se fait avec les usagers, l'approche utilisateur. Et donc ça veut dire que vous donnez la parole aux élèves. Et donc les élèves peuvent manifester pour ou contre, est-ce qu'ils aiment ou pas. Et moi, à la fin de mes cours, par exemple, mes étudiants sortent de la salle en me mettant plus j'ai aimé cette séquence parce que, moins je n'ai pas aimé cette partie parce que. Ils sont obligés, à la fin de chaque séquence, de donner une note positive et une note négative, qu'ils aient adoré ou détesté la séance. Et c'est seulement avec les notes négatives qu'on améliore le cours. Autrement dit, si vous voulez innover, vous ne pouvez vous améliorer qu'en travaillant sur les critiques négatives. Les critiques positives, c'est juste pour donner de l'élan, vous faire plaisir, mais ça ne fonctionne pas. Donc vous introduisez un peu de démocratie, une façon différente de travailler. Ça mériterait d'être pensé aussi dans certains cercles autres qu'à l'université. L'autre secret d'un Learning Lab ou d'un Creative Lab, toujours amusant de les nommer en anglais, parce qu'on est un des pays où on parle le moins l'anglais, on utilise le plus l'anglais, on va dire une salle d'expérimentation pédagogique ou autre, mais bref, c'est d'ouvrir les portes. Alors ça coûte pas cher, hein, parce que c'est un investissement qui coûte vraiment pas cher. Vous prenez une salle normale et vous ouvrez les portes. Et il va se passer quelque chose. Des gens vont rentrer, des collègues de travail. L'autre jour, dans mon cours de microbiologie, j'avais un prof de lettres et sciences humaines, de la fac de lettres, et une manager de Decathlon, pour citer l'entreprise. Que vient faire un prof d'histoire ou un manager de Decathlon dans un cours de microbiologie en anglais à des étudiants de différents pays? Eh bien, ils viennent voir la méthodologie, la façon dont on travaille, ils viennent s'inspirer, et en même temps, ils viennent inspirer l'enseignant. Parce que figurez-vous que pendant 3 heures de cours, avec ces séquences, eh bien, je ne dirais pas à ma grande surprise, mais c'est la réalité, le manager de Decathlon ou le prof d'histoire géo me donne une idée. Tiens, tu aurais dû faire comme ça, tu aurais pu faire ceci. Ben oui, très bonne idée. Est-ce que vous pensez qu'un prof de génétique normal prenne des rendez-vous dans une entreprise de la grande distribution un matin ou dans une faculté d'un domaine différent pour aller chercher des informations pour innover? Non.
Donc c'est ce que nous faisons avec ma collègue Carole Blaringhem, qui est ici, et les membres d'Hémisphère Design School, c'est que nous organisons des ateliers pédagogiques avec des profils très différents qui ressemblent à ce que l'on fait en classe. Donc nous avons arrêté depuis 2 à 3 ans de faire des ateliers pédagogiques qu'avec des profs. Parce que les profs, ça ne parle que d'histoire de profs et ça trouve des solutions de profs. Tandis que si vous mettez avec ces enseignants, des étudiants, des salariés autres, des communicants, de l'administratif, des techniciens, des entreprises et même des enseignants d'autres universités. Ah, on fait venir des profs de l'école ou de l'université d'en face. Tu ne vas pas faire venir les concurrents, si, on fait venir les concurrents et on travaille ensemble. La créativité, elle doit être open. Tout le monde parle d'open innovation, mais commençons déjà par faire de l'open créativité, c'est-à-dire de la créativité ensemble. Charge à nous, après, dans nos entreprises, de transformer cette créativité en innovation. Donc voilà, des classes ouvertes. Et puis des méthodologies, je citais donc la Design School, qu'on appelle, toujours en anglais, du design thinking ou du coworking, mais en fait, tout bêtement, des nouvelles façons de travailler ensemble, mais avec des méthodologies. Autrement dit, quand mes étudiants sont en groupe, en équipe, ou quand on travaille avec une entreprise et qu'on met des managers, des techniciens, des fournisseurs ensemble, eh bien, on ne les laisse pas travailler comme ça. On a des petits secrets. Par exemple, 6, c'est le chiffre magique. 6 personnes dans un groupe, c'est ce qui fonctionne le mieux pour la majorité des exercices. Faire un casting, mélanger les gens. Donc, leur donner des méthodologies. Ne pas tout de suite poser la question. Si vous posez la question tout de suite, l'expert, celui qui a du pouvoir, va influencer les réponses. Et le novice, ou celui qui vient d'arriver, n'osera pas apporter sa petite touche pour enrichir. Moi, dans ma classe renversée, les étudiants les moins bons en génétique, vraiment d'un niveau très faible, sont les meilleurs pour aller chercher des documentations, de l'information, de l'illustration sur le web, ramener, mais ils ne savent pas quoi en faire. Alors les étudiants qui sont beaucoup plus forts, eh bien, vont travailler avec eux, parce que je leur donne la même note. Vous êtes 6 étudiants, tout le monde aura 18 sur 20, même celui qui n'a rien fait. Celui qui n'a rien fait, vous n'avez pas le droit, c'est pas juste. Aujourd'hui, vous savez, le monde est injuste, la vie est injuste, donc il faut que je vous habitue un peu. Et puis, oui, parce que je ne suis pas là pour vous couconner, vous préserver, vous allez vous faire manger dehors. Donc, et puis prenez vos responsabilités, parce que si vous acceptez aujourd'hui qu'un de vos collègues de groupe ait une bonne note alors qu'il n'a rien fait, je vous promets un bel avenir dans vos stages et en entreprise, parce que ça sera vous qui ferez le travail à la place des autres, pour que le service soit bien vu. Donc on fait du coworking, on travaille ensemble avec des méthodes, on monte des formations. Donc ces expériences, je ne parle pas de la classe renversée uniquement, loin de là, parce qu'on est ici une 50aine d'enseignants à faire ça, au moins, ces expériences ont permis de créer des lieux innovants. Donc ça a commencé avec les ateliers de l'innovation du co-design, dans le groupe INCREA, HEI, ISA, ISEN, ensuite la Design School, pas vraiment dans l'ordre, parce qu'entre deux, on a eu les ateliers d'humanicité, on a des anthropolabs, on a des groupes de recherche éthiques, on a une enseignante, June Shrishinda, qui travaille avec nous, qui, elle, étudie ça de manière académique, par la recherche. On travaille avec l'université de Louvain. Et donc, le travail de June, par exemple, ce n'est pas de vérifier si les élèves ont des meilleurs résultats aux examens, ou si on décroche moins. Le travail de June, c'est de dire, est-ce que le niveau de motivation et d'engagement des élèves dans ces méthodes collaboratives est plus fort? Et ça, c'est un sujet intéressant. Parce que quand on parle d'innovation pédagogique, la question que j'ai toujours, hier je l'ai eu encore, vous innovez, c'est bien, mais est-ce que vos élèves sont meilleurs aux examens? Moi, mes étudiants avaient déjà 90% de réussite aux examens, 92, licence, master. Je ne me bats pas trop pour passer à 93 ou 94. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est la collaboration. Et imaginez un élève qui n'aime pas les maths, mais qui est obligé de suivre un cours de maths, et qui, dans une méthode coélaborative, trouve d'un seul coup le goût de faire quelque chose en maths. Et bien ça intéresse l'entreprise. Parce que dans les entreprises, on a souvent du mal à mobiliser des collaborateurs en équipe sur une mission. Et si vous vous dites qu'un élève qui n'aime pas les maths va adorer le projet en maths, mais ça pourrait être intéressant d'utiliser ces méthodes. Et là, vous êtes sur de la recherche qu'on pourrait appeler en sciences de l'éducation, mais qui a des applications et des retombées incroyables dans le monde sociétal, et pas uniquement dans le monde de l'éducation. Les mots-clés, pour terminer, les mots-clés parce que tout ça, c'est dit de manière un peu rapide, c'est impossible à faire tout ça s'il n'y a pas de la confiance. Donc, si vous organisez des espaces collaboratifs, le mot « confiance », c'est le mot principal.
Confiance dans les élèves vous font confiance, ils font confiance entre eux. Le mot confiance en innovation pédagogique, il est aussi important que le mot curiosité en recherche. Ah, tu vas être chercheur? Est-ce que tu es curieux? Non, tu ne pourras pas être chercheur. Tu veux être innovant en pédagogie? Travailler sur des relations? Est-ce que tu fais confiance aux autres? Est-ce que tu te fais confiance à toi? Ça, c'est un mot important. Le deuxième mot, là c'est le biologiste qui vous parle, il faut lutter contre des maladies. Et il existe une maladie qui empêche les profs d'innover. C'est une maladie qui peut être chronique, infectieuse, elle est souvent contagieuse. Ça s'appelle la programmite. La programmite, c'est, on est obligé de faire tout le programme. C'est-à-dire, j'ai 150 choses à dire, j'ai que 2 heures, je vais dire mes 150 choses. Même s'ils ne comprennent pas, au moins j'ai fait le programme. Ben, il y a aussi de la programmite en entreprise. Hein. Vous avez prévu une réunion, elle dure 3 heures, et puis on vous déroule des PowerPoint prompteurs qui vous ennuient passablement, pour ne pas dire autre chose, sachant que le temps d'attention de quelqu'un face à un PowerPoint, sauf quand c'est des dessins, il est de 20 minutes. Au bout de 20 minutes, vous en perdez un toutes les secondes, comme dans les jeux. Ping, 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 ping. En ligne, quand vous êtes à distance, vous ne les perdez pas tous les 20 minutes. Hein. Si vous êtes PowerPoint en ligne, là, vous les perdez toutes les 2 à 3 minutes. C'est encore plus mortel. Donc, ne pas vouloir tout dire, tout faire et remplir ses crânes. Autre chose, c'est intéressant les ressources. C'est intéressant, tout est à disposition. Mais c'est quoi le discernement? C'est-à-dire copier, coller. Il y a des copier-coller hyper intelligents. Il y a des copier-coller qui vont stimuler la créativité, mais il y a beaucoup de copier-coller qui ne servent pas à grand-chose. Donc, apprendre aux étudiants aussi à avoir du discernement, ça fait partie aussi d'une certaine façon de développer leur liberté, qui là aussi n'est pas forcément vue de la même manière en entreprise ou dans le monde éducatif. Ne pas non plus tout mettre sur la technologie en disant c'est en ligne, vas-y, tu peux te connecter, parce qu'ils sont digital native et autres. Ils sont digital native pour jouer, chatter, organiser des soirées, mais ils sont un peu moins digital native pour travailler. Et donc peut-être oubliez ce que moi j'avais appelé au début le faites-le par vous-même, le do it yourself, et faites-le plutôt with others, faites-le plutôt avec les autres. Parce que le travail collaboratif ou coélaboratif, vous pouvez le faire en présentiel, mais vous pouvez le faire aussi à distance, et ça c'est vraiment intéressant. Voilà, la multiplicité aussi des outils. Ne jamais organiser un atelier ou un espace collaboratif avec uniquement une application, un type de mobilier, un type de support, mais mixé. Ici, nous avons beaucoup de mixité d'équipements, ce qui permet aussi aux utilisateurs de passer d'un système à l'autre et d'être inspirés. Moi, j'ai changé d'avis sur le numérique. Il y a encore 2-3 ans, je disais, on est créatif sans numérique. Le numérique, c'est juste un outil, ça sert à accélérer, amplifier. J'ai changé un peu d'avis dans le sens où le numérique, de toute façon, il est là, on baigne dedans, et le numérique, il est aussi inspirant. Donc, le numérique, c'est un outil au service d'eux, mais c'est aussi une formidable source d'inspiration. Donc, il faut voir aussi les choses de ce point de vue-là. Voilà. Et l'alternance, donc alterner de l'académique et de l'innovation. Donc, ne pas vouloir faire tous vos cours ou toutes vos séances dans des learning labs. Passer du learning lab à la salle de classe. Faites des cours dans les couloirs, faites des cours dans les cafétérias. Ça marche super bien. Et pour terminer, vous montrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, que non seulement l'innovation pédagogique, elle renforce l'académique, mais elle ne s'oppose pas. C'est le même rapport que vous avez ici entre la loi, le rigide, ce qui est admis par tous, le prof d'université que j'étais avant à 100%, et puis celui que je deviens un peu, parce que j'ose parfois imaginer qu'on puisse faire des choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Et si j'avais eu qu'une seule diapo, parce que parfois Thierry me laisse qu'une seule diapo pour une conférence, eh bien je n'aurais utilisé que celle-ci. L'endroit le plus extraordinaire sur la planète où il y a la plus grande diversité, la transdisciplinarité, qui fait rêver, qui... J'ai pas tout compris, mais l'élève vous a montré un cas particulier, si j'ai bien compris. Et comment est-ce que vous avez fait pour revenir au cas général, au cas le plus courant, sans paraître l'expert qui vient juger l'étudiant? Parce que c'est ça le problème de posture, de jugement, l'élève qui a toujours peur d'être jugé. Oui, donc en fait, pour le faire de manière très courte, effectivement, quand les étudiants m'ont montré cette bactérie avec 2 chromosomes, il se trouve qu'ils ont fait une recherche, ils sont tombés par hasard sur cette souche. Donc ils ont trouvé une bactérie, la photo leur a plu, ils sont partis de là, ils ont fait une explication générale. Donc à partir d'une photo en particulier, ils ont fait une explication générale. Donc moi, j'ai appris par eux qu'il y avait ces souches particulières, donc je leur ai donné des bonus, parce qu'ils sont payés quand ils trouvent des choses intéressantes, mais après j'ai ramené au cas général en leur disant, voilà, ce que vous avez trouvé, c'est vraiment intéressant.
le fait rien que de leur dire que je ne le savais pas, ça les a valorisés, plus que le bonus, hein, parce que le bonus, ça leur a fait plaisir. Mais quand ils sont rentrés chez eux ou avec les copains en disant « le prof, là, ça fait 25 ans qu'il bosse à l'Institut Pasteur et il est chercheur et moi, je lui ai appris qu'il y avait ça, ça leur fait très plaisir. » Et après, je recadre de manière générale. Donc, dans ma classe renversée, je corrige les fondamentaux parce qu'effectivement, ils font des erreurs, comme dans une classe normale, mais ce qui m'intéresse, c'est que j'ancre sur les fondamentaux, et là, je ne fais pas de cadeaux sur les fondamentaux, je les vérifie. Mais le reste, ils ont beaucoup de liberté. L'année suivante, peut-être, ça sera... D'ailleurs, c'était le cas, l'année suivante, c'était d'autres bactéries qui ont été présentées. Alors, on a encore le temps pour une question. Ah, il y en a deux. Alors, allez, on va prendre ces deux questions. Oui, bonjour. Moi, j'avais juste une question sur l'évaluation. Donc, on sait bien que si une évaluation, par exemple, c'est une évaluation finale, les étudiants, ils vont attendre la fin pour être notés. Et donc, vous, qu'est-ce que vous avez mis en place comme type d'évaluation ? Alors, l'évaluation, c'est super important parce que je me suis aperçu la première année, si j'avais lu davantage les ouvrages de certains de mes collègues, j'aurais pas fait l'erreur, mais il faut faire des erreurs pour innover. Je me suis aperçu au bout d'un an qu'on ne peut pas innover dans sa pédagogie, transmission du savoir, si on n'innove pas non plus dans l'évaluation. La première année de ma classe renversée, ça s'est super bien passé. J'ai eu des catastrophes à l'examen parce que j'avais pas changé le mode d'évaluation. C'était resté une évaluation, contrôle de connaissances, copie anonyme, élève individuel. Et donc les étudiants, ils sont arrivés la fleur au fusil dans la salle d'examen, c'est celle-ci d'ailleurs, en se disant on a fait le cours nous-mêmes, donc on connaît les réponses. Et moi, j'avais pas tenu compte de ça, donc j'ai corrigé comme un cours normal. Et forcément, j'ai pas retrouvé tout ce que j'avais habituellement dans des réponses d'élèves qui apprennent par cœur. Donc je me suis dit, il faut que j'innove dans mon évaluation. Et donc ce que je fais depuis 5 ans maintenant, c'est la chose suivante. Pour le contrôle continu, j'ai arrêté les notes sur 20 et je mets des scores. Donc j'ai inventé une monnaie, je les paye par groupe et individuel. Et cette monnaie permet de récompenser à la fois la qualité du travail, le niveau de connaissance, la quantité, le respect des délais et la façon d'interagir. Donc je mets des points aussi sur des compétences. La capacité d'un élève à faire une explication, à aider son camarade de classe. Donc ils ont des scores. Ensuite, je négocie avec les élèves les scores. Donc on négocie les salaires. Là, l'entreprise, elle me sollicite pas là-dessus. On négocie les salaires et on transforme ça en notes. Et l'examen final, ça reste un contrôle de connaissances, sauf que cette année, depuis l'année dernière, cet examen final, ça va vous perturber, mais il est comme ça, c'est un examen individuel, copie anonyme. Toutes les questions ont été travaillées par les étudiants. Et toutes les réponses ont été travaillées en cours avec le prof-élève. Et les étudiants sont connectés. Donc, je ne sais pas si vous voyez, hein, c'est un contrôle de connaissances où les élèves sont connectés sur Internet, ils ont leur cours, ils peuvent aller où ils veulent et ils connaissent toutes les questions et toutes les réponses. En fait, on a inventé un grand système de tricherie obligatoire qui fait que quand mes étudiants rentrent dans la salle, ce que moi je vais vérifier, c'est quelle est leur capacité, dans un temps réduit, à répondre à des questions complexes de manière autonome et non plus à me restituer leurs connaissances, mais à mobiliser ces connaissances pour répondre à la question. Très bien, merci Jean-Charles. Alors, on a de la chance, la troisième question était la même que la seconde, donc voilà. Donc voilà, même réponse. Parfait, merci beaucoup Jean-Charles.